Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, étant donné qu'avec la sortie de Doctor Strange 2 Multiverse of Madness, on a beaucoup vu le nom ressortir de Superior Iron Man, qui est, comment dire, dont on pense vraiment, et beaucoup de rumeurs sur le fait qu'il sera présent dans le film. J'ai eu envie tout simplement de vous raconter son histoire, parce qu'après tout elle n'est pas très longue au sein des comics. Donc plutôt vous faire juste quelques faits, comme j'ai pu le faire sur Cat Bane ou sur les Illuminati. Je me suis dit pourquoi pas directement vous raconter son histoire au sein des comics. Alors pour ça, on remonte donc à l'année 2014, qui est l'année de la création de Miss Marvel par exemple, qui va aussi apparaître bientôt dans l'MCU, de la version Jane Foster de Thor, qui elle aussi va apparaître bientôt. Et cette année-là, il y a aussi eu un event crossover qui s'appelle Axis, qui se passe du coup après, pour ceux qui connaissent, l'event X-Men versus Avengers. Donc voilà, ça se passe un peu après. Alors pour vous expliquer un peu le prologue donc à Axis, Charles Xavier est mort, tué par Cyclope, et un clone de Red Skull a pris son cerveau et se l'est implanté pour acquérir ses pouvoirs. Parce que comic books. Après une confrontation, Red Skull est tué, mais à la manière des méchants dans Power Rangers, il devient un monstre géant appelé Red Onslaught. Les X-Men et Avengers s'allient pour essayer de le vaincre, mais se font complètement balayer. Magneto va donc chercher de l'aide, et pour ça il ramène un groupe de super vilains, ainsi que Deadpool. Ça donne une scène d'ailleurs assez marrante où Deadpool justement n'arrête pas d'expliquer que, vous savez, c'est comme quand on arrive à une soirée, qu'on a pris l'ascenseur avec une bande de gros relous qui sont arrivés en même temps, et que du coup on a super envie d'aller voir celui qui fait la soirée et de lui dire non non mais je suis pas avec eux, en fait je suis juste arrivé en même temps qu'eux. Alors je vous passe les détails, mais en gros, pour le vaincre, pensant que la personnalité de Xavier est encore présente en Red Onslaught, un sort d'inversion est lancé par Doom et Scarlet Witch, en servant donc la magie du chaos et de magie de l'ordre. Et donc le but c'est de permettre à Xavier de prendre le dessus, que sa personnalité refasse surface. Mais le sort est bien plus puissant que prévu et a pour effet d'inverser le sens moral de tous ceux présents dans une vaste zone. Mais ça on s'en rend pas compte tout de suite en fait. Du coup c'est petit à petit ensuite qu'on va comprendre que quelque chose est arrivé à tous ceux qui étaient présents. Pour la plupart on suit leurs aventures dans Axis, pour certains ça va être dans des mini-séries. Par exemple, Carnage et Hobgoblin, qui faisaient partie des méchants, ont eu tous les deux leur mini-série de 3 numéros pour chacun, dans lesquels on les voyait être des héros. Il y a eu une mini-série Axis Révolution aussi, avec 2 histoires par numéro sur différents personnages. Et donc voilà, il y a l'homme absorbant, donc Carnage, Hobgoblin, et quelques autres qui sont là. Jack O'Lantern, entre autres. Et en revanche, pour ce qui est d'Iron Man, on va suivre ses aventures dans une série qui lui sera propre, en 9 numéros, qui s'appelle Superior Iron Man, et qui sera écrite par quelqu'un que vous connaissez certainement, qui n'est autre que Tom Taylor. Tom Taylor, à qui on doit Injustice, à qui on doit aussi Deceased, qui est actuellement l'auteur de Superman Son of Kal-El, de Nightwing, et voilà, qui a écrit beaucoup de choses. Alors évidemment, cette série Superior Iron Man tire son nom en référence à l'arc Superior Iron Man, Superior Spider-Man, pardon, dans lequel Spider-Man, le corps de Spider-Man, était en fait occupé par l'esprit de Octavius, Docteur Octopus. Alors que ce soit clair, comme on va le voir, Tony Stark ne devient pas un vilain à proprement parler, au sens comique du terme. Il se met pas à cambrioler des banques, il attaque pas des gens au hasard. En revanche, il perd tout son sens moral. En fait, il devient un peu le Tony Stark du tout début du MCU, mais en pire. Il reste quand même un héros, mais clairement uniquement pour l'image, parce qu'il aime que les gens l'aiment et l'adulent. C'est vraiment que pour ça. Mais voilà, c'est pas... Tous les personnages ont des changements de caractère, mais selon les personnages, selon qui va écrire ces personnages, les changements diffèrent en intensité selon les cas. Et du coup, on arrive sur cette série Superior Iron Man. Dans cette série,
On commence avec Tony qui arrive à San Francisco, où il a déjà racheté tout simplement l'île Alcatraz, sur laquelle il a fait construire sa nouvelle demeure slash base d'opération. L'autre chose qu'il fait en arrivant, c'est annoncer à la population de San Francisco que s'ils regardent sur leur smartphone, ils y trouveront une app qu'il y a installée appelée Extremis 3.0. Sans demander l'autorisation à personne, bim, tout le monde a l'application sur son smartphone. App qui leur permet tout simplement, grâce à un technovirus, de devenir meilleurs. C'est-à-dire que ça va leur permettre de s'embellir, de devenir plus beaux physiquement, de transformer leur physique, d'être plus sain, plus en forme. Tony se remet à faire la fête continuellement, et en plus, grâce à cette app qu'il a fait installer à tout le monde, forcément, ça veut dire qu'il est entouré de gens qui ressemblent à des mannequins, des top modèles. En plus, Tony va replonger dans l'alcool, donc vraiment ses inhibitions ont disparu, toutes ses bonnes résolutions, les changements qu'il y avait eu dans le personnage ont totalement disparu. À ce moment-là, il est confronté par Pepper Potts, qui se rend compte que Tony Stark a changé. Mais ça, on va en reparler plus tard. Ça aura son importance plus tard dans l'histoire. En revanche, c'est à ce moment que nous est montré pour la première fois l'armure emblématique de Superior Iron Man, une armure basée sur les symbiotes. Elle a une forme quasi liquide, est liée à lui et se forme en armure comme besoin. Lorsqu'il la porte, la plupart du temps son visage est apparent. Pour son ego en vrai. Mais en fait il est tout de même protégé par une visière transparente en graphène. Et quand il est en colère, les lumières passent de bleu à rouge. Et ça c'est juste super cool. Quand on le voit se vénère d'un coup, et que toutes les lumières bleues passent au rouge, c'est vrai que ça a son petit effet, ça a son style. Le côté sombre de ce qui se passe avec cette app Extremis 3.0 ne met hélas pas longtemps à apparaître. En fait, il s'agissait juste d'un essai gratuit de 24 heures, et désormais, pour profiter de ses bienfaits, il faudra pour chacun payer 99 $ par jour. Il a en fait clairement agi comme un dealer. Première dose gratuite, mais ensuite, faut passer à la caisse. Évidemment, cela va créer un fossé entre ceux qui peuvent se le permettre et les autres. Le crime augmente de façon exponentielle, les gens sont prêts à tout pour pouvoir bénéficier d'Extremis 3.0. Et pour se faire aduler, Tony va même jusqu'à offrir des 24 heures gratuits à ceux qui parviennent à l'approcher. C'est-à-dire qu'il va juste se rendre dans les rues, ça va faire un peu comme un défilé, sauf que c'est juste Tony qui passe dans les rues, et si les gens arrivent à s'approcher de lui à moins de 50 pieds, si je me souviens bien, bim, ils ont accès à l'application gratuite pendant 24 heures de plus. Il faut aussi savoir qu'il s'agit d'une période pendant laquelle Matt Murdock, alias Daredevil, est lui aussi basé à San Francisco. Et il va tenter de s'opposer plusieurs fois à Tony, se rendant compte évidemment des méfaits des actions de ce dernier. Tony va d'abord tenter de l'acheter en lui rendant la vue, qu'il ne pourra garder qu'en le laissant tranquille. Évidemment, Daredevil refuse, et ça va donner une scène assez touchante d'ailleurs, où après avoir refusé, il profite de ce court moment pour se rendre chez Foggy, afin de voir le visage de son meilleur ami, juste avant de devoir replonger dans l'obscurité. Mais la situation entre Matt et Tony va atteindre son paroxysme quand Matt se rend compte que l'app produit un son inaudible à l'oreille humaine, ce qui va l'amener petit à petit à comprendre ce que Tony a réellement fait. Il n'a pas choisi San Francisco au hasard. Il s'avère que l'eau en bouteille y est interdite, ce qui veut dire que tous les gens de San Francisco boivent forcément de l'eau du robinet. Et Tony a en réalité fait ingérer à tous, en le diffusant dans les réservoirs d'eau de la ville, son technovirus avant même d'arriver à San Francisco. Et du coup, l'application n'est que le déclencheur du technovirus qui est déjà présent en eux. Matt le menace donc de tout révéler, mais Stark parvient à le neutraliser, et va même jusqu'à l'emmener dans son laboratoire afin d'effacer tout souvenir des derniers jours. Matt se réveille plus tard à l'hôpital, et Tony lui fait croire qu'il a reçu un mauvais coup alors qu'il luttait côte à côte, se faisant passer pour le Tony habituel. C'en est réglé du problème Daredevil. Vraiment, voilà, comme ça. Du coup, il arrive à se débarrasser de Matt de manière assez terrible quand même, en allant lui effacer la mémoire, parce qu'en plus il refera d'une autre manière avec Captain America dans l'arc sur les Illuminati justement. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille la vidéo que j'ai faite à ce sujet. On découvre aussi que Tony est en train de vendre son système Extremis à l'armée américaine, moyennant beaucoup d'argent, ce qui leur permettrait de se servir de la population comme de simples drones télécommandés. En plus, pour obliger l'armée américaine à l'acheter, il laisse bien en évidence 2 autres dossiers sur son bureau, et quand le général qui est là lui demande qu'est-ce que sont les 2 autres dossiers, Tony lui répond tout simplement « Ah mais ce sont les mêmes, sauf que celui-là est en russe,
et celui-là est en chinois. Donc voilà, moyen de pression pour l'obliger à acheter son système. On en arrive au second arc de cette série. Tout à l'heure, on a parlé de Pepper. Il est temps d'y revenir, vu qu'elle a une place hyper importante dans la suite. Après sa première confrontation avec Tony, au début de la série, on l'a vu avec une armure de Tony, un ancien modèle, qui s'avère contenir un backup de l'esprit de Tony, qui avait prévu qu'un jour il risquerait d'aller trop loin et qu'il devrait pouvoir être stoppé. Le fait que cette IA ne soit pas intervenue en première partie est tout à fait justifié, parce que datant de 8 ans en arrière, elle avait besoin de temps pour se mettre à jour, ou à niveau si vous préférez, afin d'affronter le Stark d'aujourd'hui. Sinon, forcément, c'est un Stark avec 8 ans d'expérience de plus, il s'est passé beaucoup de choses, il fallait qu'elle prenne le temps d'abord de se rattraper, de se mettre à niveau pour pouvoir avoir une chance contre lui. On retrouve Tony, qui tente d'acheter quasi de force un groupe médiatique, sachant qu'il en aura besoin pour conserver son image de héros. Mais il est devancé par Pepper, qui a conclu l'achat avant son arrivée. On découvre ensuite que le plan mis en place par le backup de Tony est de tenter de défaire ce qui a changé Tony, et, en cas d'échec, de se télécharger à sa place dans son corps. Sauf qu'en fait, on se rend assez vite compte que même le backup de Tony n'est pas un saint non plus, et en fait a depuis le début l'intention tout simplement de le remplacer. Mais le plan échoue, et Tony, après une confrontation avec tout un tas de ses anciennes armures, qu'il surpasse sans problème grâce à son nouveau modèle, et en se servant de son application pour se créer un bouclier humain, donc il se fait entourer de plein de gens, de ceux qui étaient ses invités justement à une de ses fêtes, qui n'ont plus le contrôle de leur propre corps, et il se sert d'eux vraiment comme d'un bouclier. Et il fait mine de se faire capturer par Pepper, arrivée elle aussi en armure, qui se sert d'une arme sonore, vu que l'armure de Tony est basée sur les symbiotes. Elle se dit que du coup le son doit aussi être une faiblesse. Effectivement, elle arrive à le capturer comme ça, sauf qu'en fait c'était un coup monté depuis le départ par Tony, dans le but d'arriver dans la base, on va dire, de Pepper, pour trouver là où est vraiment euh, contenu l'IA, pour être sûr de pouvoir l'effacer à la racine. Et il va y parvenir. Mais Pepper le prévient que même s'il a gagné, parce qu'il a gagné à ce moment-là du coup, l'IA s'est fait effacer, il n'y a plus de moyen de le faire revenir à la normale, même si elle n'a pas réussi à le protéger lui, elle compte quand même protéger le monde de ce qu'il est devenu. Et qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir en utilisant le groupe de presse qu'elle a racheté pour le couler, pour le détruire, au moins détruire son image, pour que le monde sache ce que Tony est devenu. Du coup, c'est une fin qui est quand même assez sombre, mine de rien, ce qui est quand même assez rare. Pour la suite, vu que c'est la fin de cette série-là en tout cas, qui est vraiment excellente, je vous conseille de la lire, c'est une série qui est très bien écrite, qui est assez sympa. Il s'y passe pas mal de choses en plus pour 9 numéros, je trouve. Là, je vous ai passé des sous-plots comme toute l'histoire avec Teen Abomination, qui est assez sympa aussi, différentes choses. Donc voilà, rien ne remplace de lire les comics vous-même, de toute façon, il faut bien le savoir. Et on retrouve du coup Tony ensuite dans l'event Axis, on revient sur Axis, là où il est né au départ, et lors de la réinversion du sort, le moment donc où ils vont parvenir à faire redevenir les gentils gentils et les méchants méchants, Tony, lui, parvient à s'en protéger, il avait prévu le coup, et s'enfuit. Il arrive à se barrer. Alors ensuite, comment il est redevenu normal? Alors je vous avoue que la partie là, par contre, c'est assez décevant. En gros, quelques mois après, et pour ça je vous conseille justement de voir ma vidéo sur les Illuminati encore une fois, parce que justement, ça en arrive sur l'arc des incursions. Donc avec la destruction du multiverse, ce qui fait que donc tout est détruit, il ne reste plus que le Battle World dans l'arc Secret Wars, l'event, avant la recréation du Marvel Universe. Et le problème, c'est que du coup on le voit vite fait, Tony, un peu avant l'effacement du multiverse, sauf qu'il est prisonnier à ce moment-là, on le voit vite fait, c'est encore effectivement Super Iron Man, mais voilà, ça s'arrête là. En revanche, après Battle World, Bendis a repris la série Iron Man, et dans une interview, il avait promis qu'il allait bien évidemment reprendre les points de scénario qui avaient été posés par Tom Taylor, qu'il allait du coup faire référence à Superior Iron Man et sur comment
Tony était redevenu normal, sauf que en grand Bendis, il l'a pas fait. Il a complètement oublié. Iron Man est redevenu Iron Man comme ça, sans explication. Donc c'est vrai que sur cette partie-là, c'est assez décevant. En tout cas, voilà. Comme ça, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir du coup sur Superior Iron Man. Et si ça vous intéresse ce genre de choses, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire du coup, d'essayer de donner envie de lire des comics et tout du moins d'apporter les connaissances des comics du coup à ceux qui sont très intéressés par le MCU et par les films DC, Star Wars ou autres. Mais voilà, c'est une des parts importantes de ce qui va occuper ma chaîne de toute façon à partir de maintenant. Donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des personnages, des events, des choses qui vous intéresseraient de voir traiter, n'hésitez pas. Ça m'intéresse d'avoir vos avis, vos demandes là-dessus. Donc vous avez les commentaires pour ça. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu. Si elle vous a déplu, un pouce vers le bas. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.